Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Franck Dominé. Il vient nous parler de sabre coréen, donc le Haedong Gondo, qui est le style qu'il pratique, et il vient nous parler de son parcours. C'est vraiment super intéressant. Encore une fois, un nouveau style à découvrir. Si jamais vous voulez supporter le podcast, abonnez-vous sur patreon.com/guerrier podcast. On va avoir du contenu en primeur, du contenu exclusif. On va faire des lives éventuellement pour les Patreons, tout ça. Donc, surveillez ça. Merci à nos Patreons, nos 5 Patreons actuels qui nous supportent d'ores et déjà. Merci beaucoup, c'est vraiment super apprécié. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Si tu fais des likes, tu partages les épisodes, c'est déjà contribué à notre rayonnement. Donc, merci. Merci à nos invités de la première saison aussi. C'est grâce à vous là, qu'on a eu du contenu à présenter, puis vous avez donné du temps généreusement. Donc, merci. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight, and we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, Bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, on reçoit Franck Dominé de Lyon Sabre Coréen. C'est ça? Est-ce que c'est le nom de l'école ou c'est juste... Alors, le nom du club, c'est Lyon Haedong Gondo. Le nom de l'école, en fait, de mon dojang, donc dans mon école à moi, c'est le Yeonmu Dojang. OK. Ce qui est la tortue noire et le serpent. OK, cool. Et puis, juste pour le bénéfice des auditeurs, peux-tu nous expliquer d'abord qui tu es, de où tu viens? C'est quoi un peu ton background qui t'a mené à avoir cette école-là? Alors du coup, j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 15 ans, un peu tard, avec mon père qui, lui, est maître de taekwondo et de hapkido, entre autres. Il pratiquait aussi l'aïkido pendant pas mal de temps. Et donc du coup, moi, je pratiquais en dilettante avant l'âge de 15 ans. Et puis, à l'âge de 15 ans, j'étais en surpoids et j'avais un peu des soucis au collège à l'époque. C'était compliqué. J'étais dans un collège de quartier un peu difficile. Et donc du coup, il y avait plein de choses du coup qui m'ont motivé à prendre vraiment sérieusement une pratique martiale. Et puis comme mon père était là et que c'était gratuit, du coup j'ai commencé par le taekwondo et très rapidement après le hapkido. Donc j'ai fait ça pendant pas mal d'années, jusqu'à récemment en fait, jusqu'à ce que vraiment j'ouvre mon club de Haedong Gondo. Donc du coup j'ai découvert le Haedong Gondo, donc le sabre coréen, en 2004 lors d'une démonstration au Festival des Arts Martiaux de Bercy à Paris. Donc il y avait une émulation, il y avait pas mal de sabres coréens dans les magazines, ce genre de choses. Et puis il se trouvait qu'à ce moment-là, il y a eu un stage de Haedong Gondo donc, qui se déroulait pas loin de chez moi, enfin dans ma ville, à Lyon. Et donc du coup, je suis allé voir ce stage-là, j'ai pratiqué ce stage, j'ai fait ce stage avec la personne qui animait ce stage à l'époque, qui était le responsable national, qui avait été fraîchement désigné pour gérer la France. Et du coup, ce stage-là m'a absolument pas plu du tout. J'ai pas trouvé ça super. Disons que l'intervenant... C'est-tu parce que c'était... C'est quoi que tu avais moins aimé? C'était-tu plus des drills? C'était-tu plus théorique? C'est quoi que tu n'avais pas apprécié? C'était en fait que sur les démonstrations, on voyait des Coréens donc, qui sautaient dans tous les sens. Enfin, c'était un art martial qui était très dynamique, très beau. Mm-hmm. Et au stage, on a commencé par faire énormément de coupes de base, enfin des trucs avec des positions. Les positions du Haedong Gondo sont très particulières. Donc on a les jambes rentrées, ça fait assez mal. C'est une espèce de, comme je sais pas, kibadachi ou très rentré avec très bas. Des positions très basses. Extrême. Ouais. Voilà. Et du coup, voilà, ça a commencé ça. Puis au-delà de ça, bon, ça c'était intéressant parce que c'était l'art martial, mais ce qui était un peu perturbant, et c'était la personne en fait qui intervenait. Je ne vais pas spécialement le citer parce qu'on n'a plus trop de contact maintenant. Mais voilà, lui, il était bizarre. Enfin, il était spécial. On va dire qu'on était, voilà, il y avait mon père, il y avait d'autres maîtres de taekwondo, d'apkido, d'autres arts martiaux dans la salle, et il a été quasiment insultant en fait envers ces gens-là. Enfin, en dénigrant un petit peu ce qu'on faisait. Je crois qu'il comprenait pas trop pourquoi on n'arrivait pas à faire les mouvements du Haedong Gondo. OK. Du coup, drôle d'approche un peu, insulter ton public là, quand tu fais une démonstration. Oui, après, bon, par la suite, je ne vais pas spécialement en parler, mais oui, il a aussi sur des stages, il mettait un peu la pression aux enfants. OK. Ils n'écoutaient pas, au bout de 2 heures, ils en avaient marre, il leur mettait un petit peu des... Ah ouais.
On mettait un petit peu des jetons, quoi. C'était pas terrible. Bref, du coup, j'ai pas poursuivi, 2004. Et puis, j'ai quand même attendu 6 ans avant de vraiment vouloir m'y remettre parce que j'attendais que ça ouvre, en fait, à côté de chez moi, qu'il y ait des instructeurs, des professeurs qui commencent. Et puis, ça venait pas. Donc, à un moment donné, je me suis dit, écoute, apparemment, cette personne-là fait des formations. Même si je savais pas trop apprécier. Moi aussi, j'avais un petit peu évolué sur le plan martial à ce moment-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi essayer d'aller apprendre, même s'il faut en passer par cette personne. Et puis, ouvrir quelque chose à Lyon. Voilà, parce que pour moi, le Hedong Gomdo avait vraiment, vraiment beaucoup de potentiel. Et je pensais vraiment pouvoir faire quelque chose avec le sabre coréen. Mais avant qu'on aille un peu plus dans le Hedong Gomdo, j'aimerais ça, parce que tu as survolé, tu as dit j'ai fait du taekwondo, j'ai fait du hapkido. On a déjà parlé de taekwondo au podcast, donc je ne te ferai pas réexpliquer ce qu'est le taekwondo. De toute façon, moi, Jérémy, ça va. Mais pour les auditeurs, le hapkido, les gens qui n'auraient jamais entendu parler de ça, c'est quoi? Alors, le hapkido, on va être très, très schématique. C'est une espèce de jujitsu, en fait, coréen. OK. On pourrait appeler ça self-défense coréenne ou de l'aïkido coréen. Mais en fait, c'est plus jujitsu, c'est-à-dire qu'il y a plus la phase attaque en même temps que la phase contrôle articulaire, étranglement, toute la phase projection aussi. Est-ce que ça part directement au sol ou il part debout? Non, c'est plutôt debout. OK. Et, on peut aller au sol aussi, mais c'est plutôt debout. OK. Puis ça, t'en as fait longtemps en parallèle avec le taekwondo? Ouais, Tu t'es rendu où à peu près là-dedans dans ton parcours? Moi, je suis allé jusqu'à la première dan de taekwondo, ce qui m'allait largement parce qu'au bout d'un moment, le taekwondo, j'avais fait le tour, quoi. Voilà, les coups de pied acrobatiques, c'est sympa, etc. Mais le problème avec le taekwondo, c'est pour trouver vraiment un fond martial, quelque chose de philosophique, il faut aller voir vraiment des maîtres spécifiques, il faut aller un peu loin là-dedans, parce que c'est facile à survoler, quoi. Sur le hapkido, par contre, c'était vachement plus complet. Il y avait vraiment toutes sortes de percussions, toutes sortes de projections, de saisies, beaucoup de situations. Donc, je suis allé jusqu'au 3e dan. Okay. Voilà, sachant que mon père, en fait, était un de ceux un des premiers maîtres qui sont allés chercher le hapkido en Corée pour le ramener en France. Voilà. Après, le hapkido, c'est très divers parce qu'il y a beaucoup d'écoles. C'est un peu comme le kung-fu, quoi. Il y a beaucoup de styles. Ouais. Beaucoup d'écoles, comme tous les styles, finalement, ça. Voilà. Et puis nous, on pratiquait un style qui ressemble beaucoup à l'aïkido. Okay. Très circulaire, voilà. Mais avec aussi la partie attaque, avec les percussions, un peu comme au taekwondo, mais avec aussi d'autres percussions sur les membres inférieurs. Là, t'es rendu à quel âge quand t'es 3e dan de hapkido puis 1er dan de taekwondo? J'avais premier dan. Nous, en fait, j'ai passé mes 2 ceintures noires quasiment à 1 an d'écart. J'avais 18 ans à peu près. OK. Il faut savoir qu'au début où je commençais à pratiquer, quand j'ai vraiment décidé de le pratiquer, et je pratiquais à peu près une dizaine d'heures par semaine en étant adolescent, donc je trouve pas mal. Ouais. Quand t'es ado, t'as que ça à faire, là. J'ai eu à fond, quoi. Il fallait faire des kilomètres, mais bon, c'est pas grave. Bon, on est motivé. Jusqu'à temps que voilà. Texte des filles. Et puis du coup, après, quand j'ai pu passer mes ceintures noires, je l'ai fait. Et ensuite, pour arriver jusqu'au 3e dan, j'ai eu ma 3e dan à 25 ans, je crois. OK. Quand j'ai 25 ans, hapkido, voilà. Après quelques séjours en Corée, pas mal de cours aussi. Puis comment ça s'est passé là, quand tu es parti en Corée puis tu as décidé d'aller chercher à la source pour pouvoir le ramener après ça à Lyon? Parce que, bon, la première impression avait clairement pas été positive. Comment ça s'est passé la deuxième rencontre là, avec cette personne-là ou avec pour l'enseignement là-bas? Pour le Hedong Gomdo, donc du coup, c'était un Français en fait qui enseignait. C'est un Français avec un gros accent du Sud. En fait, c'était lui. Voilà, il avait un petit peu appris. En fait, le développement des arts martiaux coréens, quand c'est nouveau, c'est très rapide. C'est-à-dire qu'ils forment les gens assez rapidement et ils leur donnent assez rapidement des diplômes pour aller développer ça. Et puis, ils comptent sur la 3e ou 4e génération pour vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet. Il y avait cette personne-là. Je pense qu'il y avait un gros passif sur l'aïkido. Donc voilà, je pense qu'il mixait un petit peu l'aïkido avec ce qu'il avait appris du Hedong Gomdo. Et donc, voilà. Alors, la deuxième fois, c'était en France, en fait, du coup. J'ai commencé en France. Moi, j'étais parti auparavant en Corée pour le hapkido avec mon père. J'avais fait des voyages là-bas. Donc, c'était des voyages où on passait 15 jours dans un hangar militaire surchauffé, enfin, à être projeté sur des dalles de béton recouvertes juste d'une bâche. Pas de matelas, rien. Non, direct, en fait, direct au béton. Ouais, mais j'étais parti. La première fois que je suis parti en Corée, je crois que c'était en l'an 2000, je crois.
En 2000, je suis parti la première fois en Corée, donc du coup, non, 2002. Voilà, 2002, j'avais 18 ans tout juste. OK. Et donc du coup, ouais, c'était encore un peu, enfin, là où j'étais, c'était encore un peu roots, c'était encore un peu basique. À l'ancienne, on va dire. Voilà. Et donc du coup, il y avait des projections. Alors, la première fois que on veut montrer qu'on est bon au maître coréen, donc on saute très très haut et on s'éclate par terre. Et puis ça fait très mal. Donc après, on est un peu plus calme. Et puis au bout de 15 jours d'entraînement intensif, matin et soir, enfin matin après-midi en fait, puisque c'était un peu loin de Séoul, donc on n'avait pas trop l'occasion d'aller à Séoul pour visiter, etc. Enfin, c'était même un peu frustrant parce que 15 jours à s'entraîner tout le temps. Évidemment, c'est fatigant. Moi, je m'en souviens d'une fois, les maîtres avaient débarqué là où on logeait, dans une espèce de préfabriqué, un bâtiment en plastique. Et ils ont débarqué avec un carton de vitamine C. Donc, c'est des petits shots de vitamine C comme ça, très très sucrés. Et des aspirines. Et ils nous ont dit, bon, allez, vous prenez tous 2 aspirines, 2 vitamine C. Parce qu'ils nous sentaient, je pense, fatigués. OK. Ils nous dopaient un peu. Voilà. Ça, c'est pour la partie Aikido, mon voyage. Mais pour les Dongomdo, j'ai juste, je suis rentré dans la formation qui était proposée donc, par la structure que dirigeait cette personne qui est responsable du Dongomdo en France. Et puis, on a commencé comme ça. En fait, il y avait toute une équipe qui est rentrée en même temps que nous. On était à peu près une vingtaine de nouveaux instructeurs à rentrer qui avaient des backgrounds dans d'autres arts martiaux. Et donc, du coup, on a commencé comme ça et c'était une super émulation parce que peu importe ce que moi je pouvais ressentir ou penser de la personne qui dirigeait, il y avait quand même tous ces gens-là qui étaient autour, des gens sympathiques. Donc, on se dit, bon, peut-être qu'il faut que je prenne un peu sur moi, qu'il faut que je vois les choses un peu différemment, que j'accepte un petit peu l'enseignement tel qu'il est, même si les choses ne me plaisent pas, etc., etc. Donc, du coup, tous ces gens-là avec qui je suis rentré, on a pu commencer et c'était en 2000, c'était 6 ans après, donc c'était en 2010, 2010. Okay. Que j'ai commencé vraiment les Dongomdo. Puis qu'est-ce qui distingue ce style-là de maniement de sabre, disons, je vais prendre une référence que je connais, mais du katana ou du kenjutsu japonais? Ouais, alors c'est une question qu'on a beaucoup, et c'est compliqué à répondre parce que moi-même je connais pas bien le sabre japonais. OK. Vraiment, mais voilà, ce que je peux en voir moi en tout cas de ce que j'en vois, des démonstrations que j'en vois, c'est que c'est un style qui se rapprocherait presque plus du style chinois. OK. Il y a plus du kung-fu, chose très dynamique. En même temps, on garde l'ancrage et la volonté, la nécessité de couper, qui pourrait ressembler un petit peu au kenjutsu. OK. Des positions assez basses, mais aussi le besoin d'être très dynamique et pour pouvoir pourfendre en fait. Le but c'est de passer à travers, de couper à chaque fois. Voilà, on ne cherche pas à entailler forcément les veines, on cherche vraiment à enlever, à abraser comme on dit des fois. Donc à enlever, à couper en deux. Du coup, il y a des positions qui sont très spécifiques. Puis l'arme a l'air de quoi en particulier? Est-ce qu'elle est différente d'un katana japonais beaucoup? Ou... Alors, pas vraiment en fait, pas tant que ça. Parce qu'historiquement, c'est des nations qui sont très très proches. Hein. Sur les points les plus proches de la Corée et du Japon, je crois qu'il y a 200 km à peu près de mer qui séparent. Et puis, il y avait beaucoup de pirates japonais qui venaient sur les côtes coréennes, etc. Comme c'était une péninsule. Après, voilà, sur toutes ces parties de l'Asie, il y a toujours eu des sabres en fait, simplement des lames courbes à un seul tranchant. Le Japon, on connaît beaucoup la forge japonaise puisqu'ils ont dû développer des techniques très particulières pour pouvoir faire des sabres résistants avec les matériaux dont ils disposaient eux. Mais en Chine, en Corée, en Mongolie, dans tous ces pays-là, il y avait des mines de fer en fait, simplement. Donc ils avaient des armes facilement à disposition. Donc il n'y avait pas toute cette idéalisation de l'objet. Parce que c'était facile d'en avoir en fait. Donc du coup, quand on me pose la question, souvent je dis, vous posez pas forcément la question de savoir à l'époque médiévale qu'est-ce qui différenciait l'épée française de l'épée espagnole ou de l'épée italienne. Voilà. Pour ce qui est du sabre du Dongomdo, c'est assez équivalent en fait, ça ressemble pas mal. Il y avait surtout sur les finitions. Voilà, il y a sur les sabres, j'en parlais hier justement avec d'autres collègues youtubeurs. Sur les finitions, les manches sont pas pareilles. Des fois, souvent les manches peuvent être en bois ou peuvent être en métal. Et les fourreaux aussi peuvent être en métal. Mais de ce que je comprends de ton explication, dans le fond, on est plus proche du kenjutsu que, par exemple, du kendo, qui est devenu plus sportif puis qui est basé sur un système de pointage. Dans ce que vous faites, c'est plus l'enseignement à l'ancienne,
d'application pratique de combat, si on veut. Voilà, donc la recherche pour nous, le Dongomdo, c'est un art martial de champ de bataille. Donc on cherche vraiment à être un contre plusieurs sur tous les terrains. C'est pour ça que c'est une technique un peu riche. Et vraiment, le but, c'est vraiment de rester sur du combat en sabre. Hypothétiquement, bien sûr. Oui, bien sûr. Et oui, contrairement au kendo, qui est vraiment très, très sportif, c'est plus vraiment du sabre maintenant, même si c'est très intéressant culturellement. C'est plus vraiment du sabre. C'est autre chose, ouais. Oui. Voilà. OK. Ouais, excuse. Sinon, voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on avait parlé avec Julien du fait, dans un épisode précédent, du fait que on peut pratiquer, exemple, le maniement du sabre aujourd'hui, au 21e siècle. C'est clair que tu ne te promènes pas dans la rue avec ton sabre pour te défendre, etc. Puis, j'avais vu ta réaction et tu avais dit ouais, il faudrait en discuter. Puis, je pense que je comprends un peu où tu voudrais aller, mais j'aimerais ça que tu expliques ton point de vue. Toi c'est ta passion, c'est ce que tu fais tout le temps. Quelle pourrait être, là, mettons, l'explication que tu donnerais à quelqu'un qui dit ben ça sert à rien d'un côté pratico-pratique d'apprendre le maniement du sabre si je peux pas me trimballer dans la rue avec mon sabre pour me défendre. Je te laisse l'expliquer. Alors souvent, on a l'impression qu'avec toutes ces armes anciennes, on va pratiquer pour faire du maniement, en fait, pour faire quelque chose de joli, pour faire plaisir, ce qui est une des pratiques, hein, et c'est tout à fait respectable et c'est très intéressant. Oui. Mais, quand on pratique vraiment une arme en ayant un mindset, un objectif de combat, on rentre dans toutes les mêmes problématiques qu'on a sur le combat à main nue ou que ce soit self-défense. En fait, on rentre sur la problématique de distance, sur le fait de prendre une décision, sur le fait d'étudier en fait l'autre en face. Donc vraiment, on est vraiment dans toutes ces choses-là. Moi, avec mes élèves, on pratique beaucoup là-dedans, et j'ai des élèves vraiment de tout âge, et j'ai à peu près la moitié sont des femmes. J'ai des anciens qui ont 60 ans, j'ai des jeunes qui ont 8 ans, etc. Et on est vraiment dans le fait de dire, si, c'est du combat. C'est du combat, et souvent c'est intéressant parce que ça permet à beaucoup de gens d'être dans cette relation martiale sans pour autant se mesurer, en fait. Il n'y a pas ce côté dans un club de boxe ou dans un club quand je faisais taekwondo, par exemple, avant, il y avait tout de suite, on était face à face, on cherchait à se jauger, t'es grand, t'es pas grand, etc. Je vais pouvoir te mettre KO, etc. Et avec le sabre, en fait, on peut aborder cette problématique de combat, potentiellement de self-défense, mais en fait d'attitude, de confiance en soi, qui permet ensuite d'être plus à l'aise face à une situation qui est dangereuse, face à une situation qui peut être tendue. Ensuite, on a au sabre, on est obligé d'observer, parce qu'on ne peut pas toucher le partenaire, en fait. On ne peut pas lui dire attends, je vais t'attraper comme ça. Donc on est obligé de savoir quand est-ce qu'il va commencer, comment est-ce qu'il va déclencher et ce qu'il a envie de faire. Ça fait un peu Jedi comme ça. Non, mais quand même. Je comprends. Mais voilà. Et puis on a des postures en fait en Hedongomdo qui sont assez particulières. Et qui fait que moi, par exemple, le Hedongomdo, la pratique du Hedongomdo m'a permis de modifier complètement ma pratique du Taekwondo et du Hapkido. Okay. Ça m'a rendu plus puissant. Parce que la recherche dans le Hedongomdo est vraiment d'utiliser son corps de la manière la plus efficace possible pour développer le plus de puissance possible. Puisque si on veut couper une personne entière avec les os, etc., on est obligé d'utiliser le sabre, vraiment d'envoyer tout le ballon possible. D'utiliser tout le corps. Dans la coupe, voilà, tout le corps pour fendre. Et ensuite, on doit pouvoir enchaîner une deuxième coupe derrière, c'est-à-dire en faire plusieurs. Et ça, c'est assez perturbant au début quand on pratique le Hedongomdo. Et donc, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui rend vraiment après plus fort. Et une fois qu'on a commencé à rentrer un peu là-dedans, ça libère beaucoup de choses, et notamment sur l'opposition, en fait. Quand on fait un peu de main nue, par exemple, des fois ça nous arrive de faire du main nue, de voir, et les gens sont surpris de voir quelles réactions ils peuvent avoir une fois qu'ils débloquent le fait de dire non, mais c'est qu'avec un sabre. S'ils se disent non, c'est pas vrai, c'est moi l'arme, en fait. Ouais. Moi l'arme, c'est moi qui agis. Le sabre, c'est qu'un objet. Je peux prendre un bâton, je peux prendre mon poing, je peux prendre mes coups de pied, peu importe. Du moment qu'ils ont développé cette relation-là, alors le sabre n'est plus utile dans la rue, mais on pratique quand même du sabre. Tu développes des réflexes, tu développes un instinct de vigilance, de stratégie, de guerrier. Ouais. De guerrier. Ouais. Mais vas-y. T'avais une question, Jay? Non, mais non, moi je montrais notre guerrier avec le ouais, le guerrier, ouais. Non, mais pour de vrai, je comprends exactement parce que, tu sais, aussi, nous autres, nous, c'est ce qu'on fait de l'autodéfense. Ouais. Puis,
sais, honnêtement, même moi, je dis souvent à mes élèves, ça se passera jamais comme ça dans la rue, anyway. Là. Tu sais, tu vas manger peut-être une shot sur la face, après ça, nanana. Mais ce qu'on forme, comme tu dis, c'est des réflexes, c'est de la confiance à l'opposition, des choses comme ça. Je pense que, tu sais, même quand c'est ça, notre style, c'est exactement ça. Fait que le katana, c'est peut-être un peu plus difficile pour les gens. Ouais, le katana, le sabre, c'est peut-être un peu plus difficile pour les gens qui font pas d'arts martiaux de comprendre, mais moi, je vois tout de suite le lien. Là. C'est sûr que ça crée des gens qui ont confiance, puis tout. Puis après ça, comme tu dis, ça peut être n'importe quoi. Là, tu sais. Ouais, et puis le principe du sabre, c'est aussi que avec un sabre, on ne peut pas tester quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je vais mettre un coup de poing, je vais mettre la distance, on va voir, après je vais rentrer, etc. On est tout de suite sur quelque chose de dire du moment que je suis touché, potentiellement je suis mort. Ouais. C'est-à-dire que voilà, la moindre coupe, même si j'arrive à tuer mon partenaire, s'il a réussi à m'entailler avant, soit je vais mourir d'hémorragie, soit je vais mourir d'autre chose plus tard. Enfin bref, c'est pour dire qu'en fait, on s'en fiche de quoi on meurt, mais c'est pour dire que on est dans ce truc-là de dire non, il ne faut pas que je commence le combat en fait. Ouais. Ce qui fait aussi que ça nous permet, et moi je dis souvent à mes élèves, enfin l'art martial, c'est quand vous rentrez dans une pièce déjà, et vous dites bonjour à tout le monde, et vous leur dites bonjour correctement. Enfin, la façon d'être en fait. Et 90% des situations de self-défense vont être réglées juste en se mettant droit devant quelqu'un, en disant moi j'ai pas de problème, tout va bien, passe une bonne journée, retourne chez toi, enfin moi j'ai pas d'embrouille. En étant toujours maître de soi, maître de sa façon d'être, de ses émotions. Voilà. Puis... Oui, on n'est pas tout. Ouais. Et après, voilà, il y a ce stress qui peut venir, mais voilà, se dire une fois qu'on a confiance en soi, en fait, c'est plus simple d'éviter toutes ces situations d'agression. Après, comme je dis souvent, surtout à ceux qui pratiquent la self-défense et qui me disent mais pourquoi, mais comment, etc. Mais je me dis, en fait, si quelqu'un a décidé de te tuer et qu'il a un couteau, bah, il va te tuer. Si vraiment c'est sa décision, son projet, bah, il va venir par derrière à un moment où tu n'es pas là, et puis tu as beau être le plus grand guerrier du monde, désolé, tu vas mourir. Si vraiment quelqu'un est déterminé à te tuer et qu'il a prévu de le faire, il va le faire. Ou donc il va prendre un arme à feu à distance. Ouais, c'est ça. Vraiment, mais si vraiment, même s'il n'a pas ça, si vraiment il essaie de te faire du mal et si la stratégie, c'est fini. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis parfois, pas tout le temps, parce que j'ai beaucoup pratiqué le self-défense et c'est super riche. Et souvent, quand je vois des vidéos là sur certains youtubeurs, etc., qui font beaucoup de vues, ils me disent alors, s'il m'attaque comme ça, je fais ça, mais là, voilà, le seul vrai truc, c'est le MMA, le seul vrai truc, c'est le. Pas forcément, quoi. Oui, c'est très bien, mais pas forcément. Absolument. Jérémy, tu as soulevé quelque chose hors d'onde par rapport à ce qu'on parlait par rapport au maniement de sabre, tout ça. Peut-être la description de l'arme, parce que tu as fait la comparaison, Franck, avec les armes chinoises. On se demandait, dans le fond, un katana, un tranchant juste d'un côté, le sabre coréen, ça a l'air de quoi un peu? Puis je pourrais peut-être mettre, pour le bénéfice des auditeurs, j'ai recherché des images là, pour illustrer, mais peut-être tu pourrais nous le décrire un peu. Ça ressemble de loin, ça ressemble à un katana. OK. Avec une lame. Nous, on a deux types de lames qui s'appellent samgakdo. Donc, c'est la lame à 3 côtés. C'est-à-dire que la coupe de la lame, c'est un triangle. Il y a juste 2 côtés et puis un seul en haut. Ça va servir à couper tout ce qui est support non rigide. Donc, la paille, le papier, ce genre de choses. OK. C'est plus simple à couper. Ça fait les coupes plus propres, en fait. Ça évite d'exploser un ballot de paille, etc. Et puis, on a un deuxième type de sabre qui est un yugakdo. Donc, c'est un sabre en acier composite. À 8 faces, du coup, pour le coup, lui, qui sera beaucoup plus rigide, avec une attaque très, très dure pour les supports durs, en fait, les bambous, par exemple. Surtout les bambous. Et derrière, une dorsale un peu plus tendre pour, si on se trompe et qu'on tape n'importe comment, ça évite que les vibrations fassent casser la lame. OK. Voilà, donc ça, c'est le Jingom. Après, historiquement, alors moi, je suis pas historien du tout. Je pourrais t'envoyer, si tu veux, le lien vers un site où il y a tous les sabres coréens historiques qui sont évoqués. Oui. Ça s'appelle koreasword.com, je crois, il me semble. Je l'ai envoyé hier à des collègues aussi. Mais en fait, voilà, après, c'est un peu les mêmes histoires de sabres. Après, moi, j'ai fait des recherches parce qu'on me pose souvent la question, c'est qui les premiers, c'est qui les authentiques, etc. Et en fait, l'âge de bronze, je crois c'est d'abord en Chine, ensuite en Corée, et après, ça vient au Japon. Okay. C'est-à-dire, l'âge de bronze, c'est le moment où vraiment on peut forger des armes. Et donc, il y a je sais pas, 600 ans de différence, je crois, entre la Corée. Alors, je parle sous contrôle d'experts. Enfin bref, il y a un décalage entre les pays parce que ça s'est promené les épées sont les mêmes au début.
Mhm. Les épées sont les mêmes motifs, c'est-à-dire c'est des épées droites à 2 tranchants, puis après à un tranchant, puis après ça devient courbe. Mhm. Je pense que c'est les modes qui se sont. Moi, j'avais Puis- un de mes élèves qui pratiquait le kung-fu et qui est venu un jour avec un énorme sabre. De loin, on aurait dit ce qu'on appelle le nodashi, nodashi, je crois, au Japon. Ouais, l'épée, mais excessivement longue. Là, Très très vraiment grand, ce qu'on très appelle le longue. Ouais. Sangsudo en Corée. Mhm. Il est venu avec ça et il me dit non, c'est un truc de kung-fu, ça en fait, c'est un truc qu'on utilise, qui vient de tel village et ce serait ça qui serait à l'origine des sabres tranchants qu'on voit en Corée et au Japon. Ah, Ce serait ça. intéressant. Bon, Ben, après, je on sait que demandais la à- culture- Je la demandais à culture- cause de la différence dans ton style que toi, comment vous utilisez votre katana, que c'est vraiment de couper puis d'aller. J'étais comme peut-être que l'arme est différente pour faire un objectif si différent, mais d'abord, ça doit être dans la manière que vous l'utilisez, j'imagine. Là. La Ouais, c'est manière plus du dans maniement. l'utilisation. Dans l'utilisation, après, les sabres font. La lame fait à peu près 73 cm. Enfin, en gros, l'arme en tout fait 1 mètre. Ça reste très semblable au katana. Mhm. Et après, je saurais pas te dire s'il y a une différence de poids. Moi, je sais que j'avais acheté un katana à l'époque là sur un site internet pour mon père avant que je fasse du Gomdo et je l'ai encore parce que mon père me l'a refilé du coup. Et la lame est plus fine en fait. OK. La lame est un peu plus fine, elle est tranchante mais elle est plus fine. Et tandis que nous, on a des gros trucs. Il n'y a pas de rainure dedans. La rainure, c'est souvent fait pour faire du bruit. Nous, il n'y en a pas. Si on a un sabre qui coupe, c'est que pour couper. OK. Le sabre avec rainure, c'est un autre sabre qu'on a un petit peu avant qui s'appelle un kagom, ça veut dire faux sabre, qui sert justement à faire du bruit avec le sabre pour voir si on coupe correctement. Parce que quand on a la bonne Ok. posture et qu'on envoie la bonne puissance, on a un bruit qui est très particulier. Puis toi, étant un expert du sabre, sabre. j'imagine, est-ce que ce serait quelque chose qui t'intéresserait, un projet un peu plus traditionnel pour faire ta propre lame? De Tout fabriquer m'intéresse. des... Ouais, de fabriquer, du moins ta propre arme à toi, vu que c'est quelque chose que tu fais pour ta vie, là, ou éventuellement. Ouais. Alors, moi, tout m'intéresse, hein, un stage de forge, pourquoi pas, si j'ai le temps, etc. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est une. Je lisais l'autre jour un article sur Yashima, là, le magazine qui fait parler au Tamaki. Ouais. Et où il y avait un expert qui témoignait de son expérience en tant que forgeron. Et il a mis 10 ans, quoi. Ah ouais, c'est des artisans eux-mêmes. Là. C'est C'est clair que extrêmement ça doit lourd. prendre du temps à développer le Voilà. skills. Ouais. Alors après, je pourrais le faire. Mais moi, je pense que c'est un projet de vie, en fait. C'est soit on fait de la forge, soit. C'est comme. Voilà, soit on construit les voitures, soit on conduit les voitures. Mhm. Soit on est pilote de course, soit on est ingénieur, mécanicien. Mais c'est compliqué de faire les deux. Donc ça m'intéresse de savoir comment c'est fait, d'aller y toucher et puis de me faire faire un sabre selon mes préférences. Mhm. Donc sur la finition, sur la lame, tester des lames différentes, ça me plaît plus, etc. Parce que chaque lame est différente au final. Hein. Puis ça a l'air de quoi le cursus d'enseignement? Est-ce que vous travaillez avec l'équivalent d'un bokken, dans le fond, des sabres en bois? Comment vous fonctionnez, dans le fond? Alors on commence avec ce qu'on appelle le mokgom, donc qui veut dire simplement sabre en bois. OK. Donc le mokgom, ouais, effectivement, c'est la première arme qu'on utilise, enfin première arme qu'on utilise pour pas se blesser. Récemment, là, il y a genre moins de 5 ans, il y a le Hanjungom qui est sorti, là, c'est le sabre en mousse. OK. Donc ça ressemble un petit peu aux armes de Shambara, sauf qu'il y a une tige en plastique qui est droite en fait. Donc il est dur jusqu'au bout, et puis ça permet en fait simplement, vraiment pour les débutants, de commencer à travailler la coupe, c'est-à-dire d'essayer de toucher un objectif ou de passer à travers. OK. Donc on a un curriculum par rapport à ça. Mais à la base, c'est le mokgom. Ensuite, une fois qu'on croit être bon au mokgom, on passe au kagom, donc le faux sabre, qui est en fait juste un sabre en aluminium, parce que c'est pas cher. Mhm. Et donc, pas dangereux, c'est pas affûté non plus. Voilà, et un fourreau, c'est pas affûté, c'est pas affûtable. Donc du coup, qui permet vraiment. Puis c'est pas trop lourd, parce qu'il y a aussi une question de poids. Si on commence à blesser les gens au bout de 3 ans de pratique ou 2 ans de pratique, parce qu'un sabre lourd, quand on pratique, nous, avec un sabre lourd, les formes qu'on fait, si on n'est pas bon, on se fait mal. On se fait mal aux genoux, on se fait mal aux bras, surtout aux épaules. Enfin, c'est assez. C'est une pratique qui est assez dure, en fait. Si c'est pas bien fait, ça peut être. On peut se blesser. Et donc, du coup, kagom. Et puis ensuite, quand on a le kagom et quand on a la ceinture noire, on a le droit, si notre maître est d'accord, de commander un vrai sabre qu'on commande via la fédération. OK. Voilà. Puis là, rendu à ce niveau-là, l'entraînement consiste à quoi? Est-ce que c'est des tranches comme en Iaido? Vous avez des bambous attachés pour pratiquer à trancher? Sur quoi l'élève va s'exercer rendu à ce niveau-là? Alors, nous, notre pratique principale, ça va être déjà, on a des formes de base, donc on a 12 mouvements de base.
qu'on va apprendre au début, qui permettent de construire le corps un peu différemment, parce qu'il faut utiliser un sabre. Donc d'un coup, on se retrouve à être des personnes avec un sabre, donc avec un pouvoir plus long, une portée d'attaque plus longue. Donc on a des positions qui sont très rentrées, très caractéristiques du Dongomdo. Puis beaucoup de coupes, il faut apprendre à couper correctement, à ouvrir son corps, parce qu'on travaille vraiment avec tout le corps dans une espèce de vague pour essayer de couper correctement. Donc on a ça. Et après, une fois qu'on a ces formes de base, on va sur des gombop, ce qu'on appelle les gombop, ça veut dire règles du sabre. Donc ces gombop, c'est comme les katas ou les pumse du taekwondo. Okay. Donc c'est des formes. Et avec ces formes-là, on va commencer à maîtriser un petit peu le style. Et pendant toute cette pratique-là, on a différents exercices de coupe pour voir si sur nos appuis, on peut couper. Okay. Parce que c'est bien de pouvoir couper frontal à quelque chose, mais c'est bien de pouvoir couper en se déplaçant aussi. Pour voir si on est efficace ou si c'est pas juste du maniement. Donc au début, on coupe sur des feuilles de papier avec des sabres en bois. Donc on a des feuilles de papier et des sabres qui ne coupent pas, et on coupe là-dessus. Au début, donc si on a la bonne position, ça coupe. Si on n'est pas bon, ça coupe pas. Même avec un sabre en bois sur une feuille de papier, si la technique est mauvaise, ça passe pas au travers. Ouais, ça passe pas du tout. Wow. Ça arrache en fait. Ça arrache le truc, quoi. Il faut tester, c'est sympa à faire. Ah oui, sûrement, clairement. Mais il y a des démonstrations, là, on avait mis des démonstrations, puis il y a pas mal de démonstrations de coupe de papier sur Internet. Après aussi, on fait de l'extinction de bougies. Donc c'est pareil, il y a des bougies. Puis c'est des épreuves aussi qu'on a sur les passages de grade où il faut éteindre les bougies avec le souffle du sabre. Donc moi, j'aime pas ça, c'est pas mon fort. J'aime bien le faire debout, mais en bougeant, etc. Mais j'aime pas le faire à genoux. Statique, là, ouais. Et puis après, on a donc les bambous, la paille. La paille, c'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver la bonne paille. Enfin, il faut savoir comment la tisser. Il y a une machine qui fait ça et nous, on l'a pas. Donc, la paille, pour l'instant, on ne fait pas trop. Sinon, il faut commander les ballots de paille en Corée. Ils les envoient et c'est que c'est congelé. Donc, c'est... Ah ouais. Ouais, c'est un peu... Puis, est-ce qu'il y a un volet compétitif dans votre art martial ou pas du tout? Oui, on fait de la compétition. Oui, il y en a. Ouais, donc il y a des compétitions. Il devait y avoir les championnats du monde l'année prochaine. OK. Et il n'y aura pas, parce que je pense avec le Covid, ça va être compliqué. Ouais. Donc, vous voyez, il y a des compétitions. Les compétitions, c'est donc les formes, tout simplement. Okay. Il y a aussi l'extinction de bougies en compétition, la coupe de papier en compétition aussi. Alors, c'est marrant parce que c'est des feuilles avec des marquages de points. Donc, il y a deux scores. Et il y a un point d'entrée, donc un point de précision et un point de puissance. Donc, si on sort correctement. Okay. Donc, après, il faut additionner les points. Il y a aussi la coupe de bambou qui se fait en compétition aussi. Donc, il y a des coupes prédéfinies avec souvent c'est 2 supports de bambou, donc il faut aller sur le premier. Et donc, ça se fait à la rapidité, à la qualité de la coupe. Voilà. Et il y a aussi la danse de sabre. Donc, c'est des formes dansées. OK. Qui sont composées par ceux qui le font. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Alors, des fois, il y a des trucs un petit peu exotiques. J'ai vu une fois du French Cancan version sabre. C'était un peu... Wow, OK. C'est comme les open forms en karaté. Les katas musicaux. Ouais, okay. Des fois, ça peut partir un peu loin. Mais est-ce qu'il y a des backflips, des choses comme ça? Ouais, des fois, il y en a qui essayent, ouais. Après, c'est pas... Est-ce que c'est réussi? C'est une autre chose. Non? Voilà, est-ce que c'est réussi? Quand c'est bien fait, par exemple. C'est ça. Ouais, ça peut être très beau. Ouais, et il y a aussi des combats chorégraphiés aussi. On a des combats chorégraphiés, donc ils préparent leur combat, ils le font. Après, un peu comme les compétitions de Bunkai, le volet Bunkai. Okay. Ils essaient de mettre en place... C'est quoi le nom de votre association? C'est quoi le nom de votre association? Chez nous, à Lyon, la mienne ou... Oh non, ou en général, est-ce qu'il y a le championnat du monde, là? La fédération, c'est la World Hedongomdo Federation. OK. C'est encore basé en Corée, j'imagine? Oui, c'est en Corée. C'est basé en Corée. OK. Puis aujourd'hui, tu fais comment, toi, en tant qu'enseignant, pour continuer de te perfectionner? J'imagine, tu es retourné à la source, tu t'es trouvé un professeur en Corée ou... En fait, en 2017, j'ai cessé mes liens avec donc l'association française de Dongomdo. Pas mal de divergences d'opinion. Enfin, je ne veux pas spécialement en parler parce que c'est pas intéressant. Puis ça ferait de la pub à des gens que j'admire pas vraiment, donc on ne peut pas en parler. Mais du coup, on a pu rester dans la même fédération. Parce qu'on est allé voir directement donc le niveau supérieur. On est allé voir donc Maître Han, qui est le responsable Headmaster Europe, donc qui s'occupe de toute l'Europe. C'est lui qui a amené le Dongomdo en Europe. Ça fait 20 ans maintenant. Je crois que c'est en 2000 qu'il est venu pour la première fois en Europe. Et du coup, il nous a permis de continuer parce qu'il a vu qu'on faisait du travail de qualité. Donc, il nous a permis de continuer. On était 2 clubs.
Et voilà. Puis en même temps, j'avais aussi le plus gros club d'Europe en Edongando. J'avais à l'époque 90 élèves. Pour l'Edongando, c'est pas mal apparemment. Et donc, du coup, il nous avait dit, pas de souci, moi, je vous prends en formation. Donc, du coup, on continue à se perfectionner grâce au directeur technique Europe qui est basé, lui, en Suisse. OK. Parce que moi, en tout cas, je sais pas, Jérémy, toi, mais j'ai jamais entendu parler d'Edongando au Québec, en Amérique du Nord. À ta connaissance, Franck, est-ce qu'il y en a? Parce que j'ai jamais vu ça nulle part. Il y a un instructeur qui s'appelle... il y en a un petit peu, ouais, alors moi j'en connais un, mais c'est... je retrouve l'endroit où c'est spécialement, mais il s'appelle Brian Liebhauser. OK. Et Halifax, je crois. Ah, OK. Fait que dans l'Ouest canadien. Non, il est pas, ah non, le Halifax, je suis dans les provinces maritimes, désolé. Ouais, dans le OK. OK. Si je le retrouve, je peux te dire. Canadien. Ouais. Et puis il y a quelques clubs au Canada, mais c'est pas vraiment développé au Canada. Et en fait, c'est développé surtout en Amérique, aux USA. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et c'est développé aussi beaucoup en Europe, pas mal, hein, en Australie, beaucoup aussi, et en Corée sinon. Ouais, OK. À un championnat du monde, on peut compter combien de participants, mettons? Il peut y avoir 500 participants. Ah ouais, OK. Facilement, parce qu'il y a beaucoup de Coréens qui viennent, et puis il y a pas mal d'Européens, de Mexicains et d'Américains. OK. Et puis de beaucoup d'Australie aussi, parce que c'est très proche de la Corée, donc du coup. Puis là, en ce moment, au moment où le podcast va sortir, ça va peut-être avoir évolué. Mais peux-tu nous donner un peu l'état de la situation en France avec le COVID puis les dojos, là, ça se passe comment pour vous, là? C'est fermé, on est fermé depuis le mois d'octobre, on est fermé. Les salles de sport ont fermé en fait. Du coup, on a essayé de se battre un petit peu. Au début, on pouvait pratiquer en extérieur. Donc on a pratiqué en extérieur tant qu'on en a pu, puis après c'était le confinement, donc du coup on a dû tout arrêter. OK. Donc on donne des cours en visio, etc. Mais bon, a priori ça redémarrera pas avant la fin janvier, voire février même. Ah ouais, hein? Bon, ça fait que ça ressemble un peu à la situation au Québec. C'est pas très encourageant pour nous, ça. OK. Puis donc. Il y a les vaccins. Oui, le vaccin qui commence, oui. Voilà. Est-ce que comment ça se passe l'enseignement du sabre en vidéoconférence? Parce que karaté, je peux le voir, tu sais, ça nécessite pas trop d'espace dans le salon d'un élève, mais le maniement du sabre devant le téléviseur, ça se passe comment? Alors, c'est compliqué. Oui, j'imagine. C'est pour ça que ça m'intéresse. Je dis à mes élèves souvent de prendre une règle, un 30 cm ou un morceau de bois, quelque chose déjà pour avoir la posture. Parce que finalement, ce qu'on peut travailler surtout, c'est les postures. Et puis les coups, quand ils ont de la place, ils le font. Mais c'est histoire d'avoir le sabre dans les mains et puis de placer le corps, etc. Donc c'est possible, c'est pas l'idéal. Hein. Après, nous, on le fait surtout pour garder un lien avec les élèves, un collectif, une motivation. Mais de toute façon, même pour moi, les cours se font en direct avec les gens. Ouais. Déjà, pour moi, l'art martial, c'est vraiment c'est un outil, c'est juste un outil. Mon but à moi, et ce qui m'a fait que j'ai voulu commencer à enseigner, c'est que je voulais apporter plus de choses aux gens que juste une technique. Sinon, je ne serais pas enseignant. C'est juste pour reproduire des gestes. Donc voilà, ça se fait. Ça se fait pas très bien en vidéo. Non, il y a quand même des valeureux qui continuent. On est toujours une vingtaine sur les cours. Mais comme tu dis, je pense que ça aide à garder le lien humain avec nos élèves, là, de garder ce contact-là. Parce que nous, en tout cas au Québec, quand la première vague est arrivée, en tout cas, moi, j'ai été comme un peu pris au dépourvu. Puis je savais comme pas, OK, comment on va faire. Puis bon, on a mis des cours en ligne, nous, dans notre fédération, mais c'était pas du direct, là, c'était des enregistrements en différé. Là, le temps que tout le monde regarde, OK, c'est quoi les technologies, tout ça, là, finalement, on a pu réouvrir. Donc, là, on était prêts, on avait pris les infos. Déjà, nous, on avait commencé le podcast. Fait que là, Zoom, ça pourrait être une possibilité. Il y a plein de nouvelles technologies qui ont émergé, tout ça. Fait que il y a ce bon côté-là, mais ça reste que le contact humain, c'est irremplaçable. Je pense que c'est la leçon numéro 1 de toute cette histoire-là, c'est que on est des êtres sociaux, les humains, je pense. Ouais, la technologie peut pas tout remplacer. Tu sais, là, on est encerclé de technologie, on est avec nos jeux vidéo, nos réseaux sociaux, on peut consommer Netflix, puis on est comme moi, c'était pas satisfaisant. Là, je vais aller prendre un verre, je vais aller jaser, je vais aller jouer au parc. Tu sais, c'est comme... Voir d'autres personnes, c'est crucial.
Mais ça fait du bien de se rendre compte que... Parce que la génération qui grandissait en ce moment avait un problème avec les réseaux sociaux. Fait que peut-être qu'ils vont faire comme moi. Il faudrait lousser. Ouais, si ça l'a... Ouais. Mais en même temps, là, en ce moment, tout le monde est confiné. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre que de jouer aux jeux vidéo? Malheureusement, pas grand-chose. Prends mal en patience. Non, c'est ça, exactement. Est-ce que, toi-même, est-ce que tu as des enfants maintenant? Parce que j'en ai 2. OK. Est-ce que un grand de 6 ans, une petite de 3 mois. Là. Donc, à 6 ans, est-ce qu'il a commencé le Aikido avec papa? Non, je l'ai mis au taekwondo avec son grand-père. Avec son grand-père, parce que c'est plus facile. Hein? Avec papa, c'est plus dur. Ben, surtout que moi, je prends les enfants à partir de 8 ans. À 8 ans, OK. C'est un choix parce que je pense qu'avant 8 ans, ils ont autre chose à faire que... Pour un enfant, c'est plus l'équivalent d'un instrument de musique. Mm-hmm. Le sabre, que finalement, vraiment s'amuser, s'éclater, etc. Et puis moi, c'est pas vraiment comme ça que j'ai envie de l'enseigner. Je préfère qu'avant 8 ans, main droite, main gauche, ils aillent faire autre chose. Ils aillent faire du judo, de l'aïkido, du taekwondo, pour apprendre à être souple, apprendre les basiques sur des roulades, ou apprendre vraiment à gérer son corps avant de prendre un sabre, vraiment. Mm-hmm. Mais c'est logique en même temps, ça reste une arme là, d'avoir un âge minimum, surtout si vous travaillez éventuellement avec des armes tranchantes. L'enfant ne peut pas commencer trop tôt non plus. Là. L'enfant, de toute façon, il peut pas avoir les petits ne peuvent pas avoir même si non. Ils n'en ont pas. C'est plein de bon sens. Puis sinon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des choses? Comment tu entrevois l'avenir là, pour ton enseignement avec tout ce qui se passe? Est-ce que tu fais autre chose dans la vie qu'avoir ton école? Ou tu fais que ça? Je faisais autre chose. Enfin, j'ai fait pas mal de travail différents, en fait, de travaux différents. J'ai fait de la comptabilité. J'ai été livreur aussi pendant un temps. J'ai été animateur périscolaire. Je fais de la formation aussi pour les jeunes animateurs pour les enfants, qui encadrent les séjours de vacances. Et puis, depuis 2 ans, je fais que du sabre. Okay. Donc, au début, je pouvais m'en sortir parce que j'avais quand même une partie qui était financée par le Pôle emploi, là, donc le chômage. Okay. Donc, voilà. Et puis, cette année, je devais me professionnaliser totalement, et ce qui a été un peu compromis, donc c'est un peu compliqué. Légèrement, la rentrée a un peu été écourtée. Ouais. Donc voilà, mais oui, moi, après, l'année prochaine, je pense que vraisemblablement, si un jour il y a des confinements, je pourrais peut-être y arriver. Oui. On te souhaite de pouvoir effectuer le transfert vers vivre de ça à temps plein, en fait. C'est ça. Mais félicitations, parce qu'on parle beaucoup avec des invités en France, puis ça a l'air compliqué de vivre de ça. Tout le monde nous dit que c'est difficile d'être professionnel en Europe. Ouais, c'est difficile. Bravo. Puis après, moi, je vois aussi beaucoup de gens qui voudraient être professionnels, mais qui font pas ce qu'il faut pour pas critiquer. Mais bon, c'est ça, mais je pense que quand tu veux te lancer dans un plan, que ce soit au Québec ou en France, faut pas que tu ailles de plan B si tu veux que ton plan A il marche. C'est vrai. Ouais. Il faut aussi connaître aussi en communication. Il faut avoir un enseignement aussi qui attire les gens, simplement. Bien sûr. Ouais. C'est pas donné à tout le monde, mais tu peux être un bon pratiquant d'arts martiaux et ne pas avoir les aptitudes humaines pour être un bon enseignant. Tu peux enseigner, mais ça ne veut pas dire que tu vas être un bon enseignant, parce que je pense que ça prend certains prérequis pour que justement les élèves, la connexion se fasse. Moi je vois, il y a beaucoup, même que ce soit enseignant d'arts martiaux ou même enseignant tout court, même dans à l'école ou peu importe, on voit les enseignants instinctifs, ceux qui ont vraiment la fibre, et puis ceux qui appliquent des techniques, des méthodes, ça marche pas, bref. Mais il n'y a rien de plus triste qu'un professeur qui n'a pas la passion. Pour de vrai, là, parce que ça scrape des générations d'enfants. Ah, c'est clair. À l'école, là. À l'école. Mais tu sais, en arts martiaux aussi, j'imagine, là. Oui. Mais à l'école, c'est encore pire, là. Tu sais, de décrocher un enfant de scolaire, là, ça scrape son parcours. Surtout qu'en plus, on voit qu'un même enfant peut avoir, avec un professeur, des notes excellentes, et avec un autre professeur, des notes vraiment, vraiment basses. On va dire que l'enfant n'est pas bon. On va lui amener un soutien scolaire, mais enfin, on va l'écraser de travail supplémentaire et des choses comme ça. Alors qu'en fait, c'est juste le professeur qui... Ça colle pas, quoi. Absolument. On a tous le souvenir de professeurs, je suis sûr, là, qui nous ont transmis la passion de leur matière. Puis à d'autres niveaux scolaires, la même matière, on pouvait la trouver vraiment chiante. Puis pourtant, l'année d'avant, on adorait ça. Puis c'est que l'enseignant qui fait la différence. Puis dans les arts martiaux, je pense que
là où ça devient crucial d'avoir un bon professeur, c'est dans les valeurs qui sont transmises, Oui. dans ce qui accompagne la technique. Parce que la technique, si tu l'enseignes bien, mais que tu accompagnes ça de valeurs négatives, puis de... ouais, tu Mais on en l'accompagnes pas parlait l'autre fois, Manu, Ouais. genre hors d'onde, je pense, c'était des fois les gens, ils essayent un style, puis ils disent ah, j'aime pas ce style-là, mais c'est peut-être le prof que t'as le pas problème, ouais, aimé. absolument. Ouais, c'est ça. T'sais, fait que des fois, pas d'essayer nécessairement toujours la même affaire, mais des fois, juste laisser une autre chance. Des fois, c'est peut-être avec le professeur que ça n'a pas été. Et puis en plus, c'est souvent, c'est ce qu'on dit, hein, nous aussi, c'est que les élèves, ils viennent pour ton art martial, mais ils restent pour toi. Hein. Absolument. Ouais, Ah tout à oui, fait. oui, Tout à c'est fait. vraiment ça. Oui, oui. Puis, tu sais, tout le monde, dans un dojo, quand tu as un enseignant principal, tout le monde, on peut avoir vécu ça, que il y a une semaine que ton professeur n'était pas là, puis là, c'est un remplaçant, puis tu fais tu sens la différence, tu sais, veux pas. Tu sais, même si l'autre est super bon, tu as un attachement. Tu sais, on a tous Ouais. ça en tant qu'élève, je pense, fait que c'est normal. C'est là que viennent les logiques d'école. Hein, après, il y a une phrase qui dit 1 mètre, un dojo. Mm. Ça devient ton école en fait. Je sais pas, par exemple, le karaté, ils aiment pas le karaté, ils aiment ton karaté. Mhm. C'est celui que tu fais parce que forcément tu mets l'accent sur certaines choses et puis plus tes valeurs, plus ta personnalité, plus ton charisme, etc. Absolument. Un savoir-faire, savoir-être et le charisme à la fin. Et ça, c'est ce qui fait que les gens ils vont coller à ton style, à toi, quoi. Et même si Absolument. tu fais un truc très parfum, très, 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 très carré dans la forme, c'est toujours influencé par ton vécu, Mhm. ton expérience, c'est ce que tu Ouais. transmets. Quoi. Ta façon de parler, tes blagues, ton humour, ta touche à toi, qui va Même accrocher si certaines personnes, puis que les d'autres vont astraux. faire Ah, c'est plate, c'est court à lui. Mais c'est pas que t'es plate, c'est que tu vas chercher un certain public. Tu sais. Ouais, vraiment. C'est là où le art dans art martial prend tout son sens. On est un peu des artistes en performance quand on C'est vrai, donne c'est un ça. cours. C'est vraiment ça, ouais. Ouais, il faut aimer ça. Ouais. Absolument. Hey, merci Franck, c'était vraiment super intéressant. Puis c'est cool d'avoir pu découvrir un peu l'Aikido et le Eidan-Gando. J'espère que je ne l'ai pas détruit. C'est Le dans nom. Gando. OK, super. Puis Merci tu beaucoup. m'enverras les liens dont on a parlé Oui. pendant l'épisode. Ouais, On va les avec mettre plaisir. en description. Puis je vais essayer de trouver des photos. Je les ferai approuver pour voir si c'est des bonnes photos à mettre pour les armes, parce qu'on en a beaucoup parlé. Puis je trouve ça quand même intéressant parce que vu que c'est pas connu ici, c'est cool si on peut illustrer la chose. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette invitation. Et puis, c'était super cool de vous découvrir. J'espère qu'un jour, on pourra discuter autrement. Si tu viens au Québec, tu nous feras signe. On dit la même chose à tous les Européens, là, mais c'est vrai, là, c'est super cool de pouvoir échanger. C'est notre projet de voyage de noces avec ma femme. Si un jour on peut le faire, on ira au Canada d'abord. Et puis pourquoi pas. Vous nous écrirez. Parfait, mais merci. Bonne fin de journée pour toi. Ouais, merci, bonne fin de journée aussi.